Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Le salaire minimum en Saskatchewan passera à 15 $ par heure dès le 1er octobre. À partir du 1er octobre prochain, le salaire minimum passera à 15 $ par heure en Saskatchewan. En dépit de cette hausse, cela restera le salaire minimum le plus bas au Canada. Cette hausse marque la dernière étape de l'augmentation progressive annoncée par la province, durant laquelle le salaire minimum est passé de 11,81 $ à 13 $ en 2022, suivi d'une augmentation de 1 $ un an plus tard. L'augmentation du salaire minimum est un moyen de soutenir les travailleurs de la province, c'est ce qu'indique Don McMorris, le ministre chargé des Relations et de la Sécurité en milieu de travail dans un communiqué. La Saskatchewan continue également d'avoir l'un des taux d'imposition les plus bas du Canada, ce qui en fait un endroit où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. Malgré cette augmentation, le salaire minimum en Saskatchewan demeure inférieur à celui observé dans d'autres provinces canadiennes. Par exemple, le Canada affiche actuellement un salaire minimum de 15,75 $, tandis que le salaire minimum passera à 17,20 $ de l'heure en Ontario à partir du 1er octobre. Pour ce qui est des provinces dans les prairies, le Manitoba se distingue avec le salaire minimum le plus élevé qui est fixé à 15,30 $ de l'heure, tandis qu'en Alberta, ce montant est de 15 $ de l'heure. Toutefois, étant donné le taux d'inflation et le coût de la vie dans la province, Andrew Stevens affirme que les travailleurs qui reçoivent le salaire minimum auront toujours du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Depuis que Scott Moe est devenu premier ministre, le salaire moyen ajusté à l'inflation a diminué de près de 6 %, note la société. Au cours de la même période, les salaires réels ont augmenté de 18 % au Manitoba. Le Manitoba lance une subvention pour l'achat des véhicules électriques et hybrides. Le gouvernement du Manitoba a annoncé mardi le lancement d'un programme de 25 millions de $ pour subventionner l'achat de véhicules électriques et d'hybrides rechargeables. Les acheteurs pourront recevoir 4 000 $ pour l'achat d'un véhicule neuf et 2 500 $ pour un véhicule d'occasion. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Tracy Schmidt, indique que cette mesure vise à aider les Manitobains à passer d'un véhicule qui consomme de l'essence à un véhicule électrique. Le remboursement sera rétroactif pour les véhicules achetés depuis le 1er août 2023 et doit durer jusqu'en mars 2026. Le ministre des Finances, Adrien Sala, a souligné qu'il s'agissait d'une promesse électorale du nouveau Parti démocratique. Les véhicules admissibles doivent être achetés ou loués à des concessionnaires au Manitoba et avoir un prix de détail suggéré par le fabricant inférieur à 70 000 $. Les nouveaux véhicules de marque Tesla achetés en dehors de la province entre le 1er août et le 2 mai 2024 ainsi que des voitures hybrides rechargeables sont aussi concernés. En ce qui concerne l'achat de véhicules d'occasion, ils doivent avoir moins de 4 ans pour être considérés. Les personnes qui utilisent des voitures de location doivent quant à elles avoir un contrat de 4 ans ou plus pour être admissibles à la subvention allouée de 2 500 $. La province note qu'Hydro-Manitoba offre un programme de financement de l'installation de bornes de rechargement de véhicules électriques du niveau 2. Daniel Breton, le président directeur général de Mobilité électrique Canada, affirme que ce programme fait en sorte que la province devient un modèle inspirant. Et du côté de Danny Robidoux, le directeur général de l'organisme à but non lucratif EcoWest Canada, abonde dans le même sens. Il ne croit toutefois pas que ce programme sera bénéfique aux entreprises et organismes. Les conditions chaudes et sèches alimentent le risque de feux de forêt en Alberta. En Alberta, la saison des incendies de forêt n'est pas aussi active que celle de l'année dernière à la même période, mais les conditions chaudes et sèches qui prévalent actuellement pourraient attiser les risques, en particulier dans le nord de la province. 68 feux de forêt brûlaient mercredi matin dans la province, dont 20 brasiers considérés comme non maîtrisés selon les mises à jour publiées par Alberta Wildfire, l'agence provinciale de lutte contre les incendies de forêt. La plupart de ces feux étaient concentrés dans la zone forestière de High Level et dans la région de Fort McMurray. Melissa Story, agente d'information au sein d'Alberta Wildfire, souligne que le danger d'incendie dans le nord de la province reste élevé, voire très élevé. Elle indique que bien que la plupart des incendies de forêt au printemps sont causés par l'homme, la province commence à voir davantage d'incendies d'origine naturelle. Elle mentionne: nous répondons donc à un certain nombre d'incendies déclenchés par la foudre dans cette région. Entre le 29 juin et le 2 juillet, 28 incidents de foudre ont été
été confirmée. Melissa Story note que le comportement des incendies dans la zone forestière de High Level rend les efforts de lutte plus difficiles, mais que les équipes font tout ce qui est en leur pouvoir pour maîtriser la situation. Melissa Story assure qu'aucune communauté n'est actuellement menacée. Toutefois, les habitants de High Level sont toujours très inquiets selon la mairesse Crystal McCarthy parce que malgré la pluie, les conditions sont encore très sèches ici. Dans le sud de la province, notamment à Calgary, le mois de juillet s'annonce chaud selon Alyssa Peterson, météorologue à Environnement Canada. D'après elle, les températures pourraient atteindre 20 degrés Celsius, voire 30 degrés Celsius dans certaines régions du sud de l'Alberta au cours de la fin de semaine. Deux entreprises condamnées à 545 000 $ pour destruction de l'habitat du saumon. Alter et Schellenberg Cattle Company et son sous-traitant Bayleaf Enterprise ont été reconnus coupables d'avoir enfreint la loi canadienne sur les pêches en endommageant des zones autour de deux rivières dans le centre de la Colombie-Britannique. Le verdict est tombé au bout de 6 ans d'enquête menée par l'Institution fédérale pêche et océan. 3 procès ont déterminé que le grand propriétaire agricole de 2 terrains privés près de Redstone et Clean, situé à environ 400 km au nord-ouest de Kamloops, a effectué avec un entrepreneur des activités illégales autour des rivières de Chilcotin et Cleany afin d'accroître ses terres agricoles. Entre 2017 et 2020, Alter Schellenberg Cattle Company a entre autres enlevé de la végétation le long de la rive, obstrué le passage des poissons ou encore dérivé des cours d'eau, tout cela sans autorisation de la province et en enfreignant la loi canadienne sur les pêches selon l'Institution fédérale pêche et océan Canada. Une partie de ces activités a été réalisée sur des terres de la couronne. La somme totale des amendes infligées à l'entreprise et son entrepreneur qui ont plaidé coupables à chaque fois s'est soldée à 545 000 $. Les eaux de Chilcotin abritent d'importantes espèces, y compris le saumon sockeye rouge et saumon quinat. Selon l'Institut fédéral pêche et océan Canada, les propriétaires fonciers ont l'obligation légale de veiller à ce que leurs activités ne nuisent pas aux poissons ou à leurs habitats. Sur les plus de 500 000 $, soit 440 000 $ sont prévus pour les fonds pour dommages à l'environnement, un programme du gouvernement fédéral. Cette somme devrait être utilisée à des fins de conservation et protection du saumon, de l'habitat du saumon ou de la restauration de l'habitat du saumon dans la région de Chilcotin en Colombie-Britannique. Mort d'un pilote dans l'écrasement d'un hélicoptère près de Fort Good Hope au territoire du Nord-Ouest. Le service du coroner des territoires du Nord-Ouest a confirmé la mort du pilote d'un hélicoptère qui s'est écrasé vendredi près de Fort Good Hope. L'entreprise propriétaire de l'appareil a identifié la victime comme étant Tom Frith. Dans une déclaration sur Facebook mardi, le propriétaire établi à Yellowknife Great Slave Helicopters a transmis ses condoléances aux proches de la victime. L'appareil, un Bell Textron B212, s'est écrasé près de l'aéroport de Fort Good Hope. Le pilote participait aux opérations de lutte contre un feu de forêt aux portes de la communauté. Le chef de Fort Good Hope, Colin Pierrot, a également réagi à la tragédie qui a porté un coup dur à la petite communauté déjà endeuillée par un autre décès survenu au cours de la fin de semaine. Le corps du pilote a été transporté à Edmonton à des fins d'autopsie, a indiqué le coroner en chef des territoires du Nord-Ouest, Garth Egenberger. De son côté, Feu Territoire du Nord-Ouest dit poursuivre sa collaboration avec les autorités pour faire la lumière sur ce qui a pu provoquer cet écrasement. Le feu près de la communauté n'est toujours pas maîtrisé. Les 300 habitants sont évacués depuis le 16 juin. Le feu a déjà brûlé environ 82 km² selon la dernière estimation. Avis d'évacuation pour la communauté d'Edzo au territoire du Nord-Ouest. Un avis d'évacuation a été lancé pour la communauté d'Edzo au territoire du Nord-Ouest alors qu'un feu de forêt brûle à environ 18 km au nord de la communauté. Le gouvernement communautaire de Betchoko a publié l'avis sur sa page Facebook mardi matin. Le feu ZF011-24 a été découvert dimanche, selon la dernière mise à jour publiée par Feu Territoire du Nord-Ouest lundi à la fin de la journée. L'Inuit Tapirit Kanatami et l'Université de la Saskatchewan s'engagent dans un processus de vérification de l'identité Inuit. Un accord premier en son genre et d'autres sont en cours de négociation, déclare le président de l'Inuit Tapirit Kanatami, Nathan Obed. L'Université de la Saskatchewan a annoncé un nouveau système pour vérifier le statut d'inscription des Inuits pour les personnes postulant à des opportunités ou des postes spécifiquement réservés aux Inuits. L'Université et l'Inuit Tapirit Kanatami, l'organisation
l'Association nationale inuit du Canada ont signé le protocole d'entente vendredi à Saskatoon. L'accord a couronné plus de 2 ans de négociations et est le premier en son genre entre les Inuits et une institution académique, a déclaré Nathan Obed, président de l'Inuit Tapirit Kanatami. L'événement a eu lieu un jour après qu'une femme de l'Ontario, Karima Manji, ait été condamnée par un tribunal d'Iqaluit à 3 ans de prison pour avoir frauduleusement acquis des inscriptions de bénéficiaires d'Inuit pour ses filles jumelles. Avec ces inscriptions, les filles ont bénéficié d'opportunités et ont reçu des bourses destinées aux étudiants Inuits. Le système est conçu pour vérifier l'identité Inuit de toute personne postulant à des prix ou à une aide financière, un emploi ou à un financement de recherche basé sur le statut Inuit. Selon l'accord, l'Inuit Tapirit Kanatami travaillera comme liaison entre l'université et les 4 organisations Inuit du Canada, le Nunavut Tongavink Inc., Makivik Inuvialit, Makivik Inuvialuit Regional Corp et le gouvernement de Nunatsiavut. Les personnes cherchant à accéder à des opportunités spécifiques aux Inuits téléchargeront leurs documents sur un portail confidentiel pour vérification. Jamie a indiqué que près de 3000 candidatures ont été reçues dans le cadre du processus de vérification depuis février 2023, date de son entrée en vigueur. Le bureau d'examen des impacts du Nunavut recherche un agent d'évaluation des impacts. Obed a déclaré que l'Inuit Tapirit Kanatami négocie actuellement des accords similaires avec d'autres universités canadiennes, mais n'a pas identifié les établissements. Le fil sportif. Le quart arrière des Rough Riders absent à cause d'une blessure au genou. Pour une 2e saison consécutive, les Rough Riders de la Saskatchewan devront se passer de leur principal quart arrière, Trevor Harris, pour quelques parties à cause d'une blessure au genou. Trevor Harris s'est blessé lors du dernier match contre les Tiger Cats d'Hamilton le 23 juin et sera absent pour 6 parties. L'entraîneur-chef des Riders, Corey Mace, soutient que l'équipe fera preuve de prudence lors du retour de son quart arrière. L'équipe a également recruté le quart arrière Eric Barrière. Celui-ci s'est notamment illustré au football collégial américain avec les Eagles de l'Eastern Washington University. Il a également participé au camp d'entraînement des Blue Bombers de Winnipeg dans la Ligue canadienne de football. La 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du Manitoba lancée. Le coup d'envoi de la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du Manitoba a été donné samedi au Ralph Cantafio Soccer Complex de Fort Garry à Winnipeg. 16 équipes représentant des communautés nationales de tout le continent africain et une représentant le Canada s'affrontent pour le trophée. Il y a 6 ans, seules 4 équipes, le Ghana, le Sénégal, l'Érythrée et la République démocratique du Congo, participaient à la compétition. Cette fois-ci, 16 équipes représentant des communautés nationales de tout le continent africain et une représentant le Canada s'affronteront sur le terrain pour déterminer laquelle remportera le trophée du tournoi annuel. Les Jets choisissent un joueur d'origine chinoise au 4e tour du repêchage de 2024. Ce week-end, les Jets de Winnipeg ont marqué l'histoire du hockey en choisissant Kevin Hay, le 2e joueur né en Chine à avoir été repêché par la Ligue nationale de hockey. À seulement 18 ans, il a été sélectionné au 109e rang lors du 4e tour du repêchage 2024 à Las Vegas. Avant Kevin Hay, natif de Pékin et résident en Ontario, une équipe de la LNH avait déjà repêché un autre joueur d'origine chinoise. Adong Song a été choisi par les Islanders de New York au 172e rang lors du repêchage de 2015. Les Jets ont concédé leur choix de 4e et 7e tour au Sabre de Buffalo pour monter au 4e tour et sélectionner Kevin Hay. Oilers d'Edmonton, l'heure est au bilan et aux décisions. Les Oilers d'Edmonton ont dressé leur bilan de fin de saison mercredi, 2 jours après leur revers encaissé lors de l'ultime match de la finale de la Coupe Stanley. L'entraîneur-chef de l'équipe, Chris Knoblauch, a confirmé que ses 2 vedettes, Connor McDavid et Leon Draisaitl, ont joué en dépit de blessures lors des séries. En ce début de saison morte, plusieurs partisans des Oilers auraient probablement espéré pouvoir obtenir des réponses concernant le futur de Leon Draisaitl à Edmonton. Leur souhait n'aura pas été exaucé mercredi. Le contrat de l'Allemand lui rapportant en moyenne 8,5 millions de dollars annuellement arrivera à échéance au terme de la prochaine campagne. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boréal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.